Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, la ville de Saada au Yémen. Depuis un an, ce bastion houthi subit les bombardements incessants de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Nous recevrons sur ce plateau Emre Demir, journaliste franco-turc, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Zaman France. Nous évoquerons avec lui la purge qui vise les médias depuis la tentative de coup d'État en Turquie. Pour finir, je vous propose une rencontre avec une féministe saoudienne, Souad Chamari. Avant de développer ces titres, on fait un point sur la guerre menée contre le groupe État islamique à Mossoul et Raqqa. Les djihadistes cèdent du terrain autour de ces derniers fiefs, avec sur le front syrien l'avancée des forces arabes kurdes vers Raqqa et le début d'une guérilla urbaine dans les quartiers est de Mossoul en Irak. Direction Saada, au Yémen. Regardez à quoi ressemblait cette ville du Nord et à quoi elle ressemble aujourd'hui. Bastion des rebelles houthis, elle est la cible incessante de la coalition sunnite conduite par Riyad. Elle est bombardée sans relâche. La ville n'est plus que poussière. Inès Olagaray. Le marché de Saada ne ressemble plus qu'à un gigantesque terrain vague. Dans les anciennes allées, les étals ont laissé la place à des amas de tôle et de pierres. Dans la vieille ville, des bâtiments centenaires ont été réduits en ruines. Rares sont les signes de vie. Depuis avril 2015, la coalition menée par l'Arabie Saoudite bombarde la ville, berceau de la rébellion houthi. L'objectif de l'offensive est la destruction totale des infrastructures. La première chose à laquelle ils ont voulu s'attaquer, c'est l'économie. Mais ce marché n'a rien à voir avec la guerre ou les Houthis. Depuis quelques mois, les frappes sont moins intenses. Certains habitants se sont risqués à revenir dans la ville, mais toutes les infrastructures essentielles ont été durement touchées. Plus de 200 écoles ont été détruites. Il ne reste plus un livre, plus un tableau, plus un bureau. Dans les hôpitaux, beaucoup de patients sont des enfants souffrant de malnutrition et des femmes venues pour le suivi de leur grossesse. Beaucoup de femmes enceintes viennent nous voir, mais nous n'avons pas d'obstétricien. Nous ne pouvons pas faire de césarienne lorsque cela est nécessaire. Certains cas demandent l'intervention d'un spécialiste, mais nous n'en avons pas. L'ONU estime que lors des premiers mois de l'offensive, au moins 1100 bâtiments ont été détruits, poussant 40% de la population à partir. Pour la coalition, il n'y a aucun doute, la ville abrite des réserves d'armes, des camps d'entraînement outils, mais aussi nombre de leurs dirigeants. Leur chef se cacherait dans les montagnes de Maran, toutes proches. Les habitants qui ont choisi de rester ont subi les frappes aériennes incessantes. Quand les enfants entendent une porte claquer ou n'importe quel bruit sourd, ils se mettent à pleurer. Ils paniquent et ils crient. C'est l'horreur totale. Les habitants de Saada vivent la plupart du temps terrés chez eux et voient impuissants leur ville être réduite à néant. Direction la Turquie à présent. Depuis la tentative de coup d'État en juillet dernier, les autorités ont procédé à une purge sans précédent. Tous les secteurs ont été touchés, la police, la garde présidentielle, l'armée, la justice, la compagnie aérienne Turkish Airlines. Au total, 35 000 personnes ont été arrêtées. Dernière en date, 13 membres du parti pro-kurde HDP. Les médias n'ont pas été épargnés. Dernière cible, le quotidien Cumhuriyet. 45 journaux et 17 chaînes de télévision ont été fermées. Pour en parler, nous recevons Emre Demir, journaliste franco-turc du journal Zaman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je précise que votre journal, c'est important de le préciser, est proche de la mouvance du prédicateur Fethullah Gülen. Donc voilà, c'est une précision à faire. Alors tout d'abord, première question, quelle est la situation de votre journal aujourd'hui, Zaman? Mon journal a été saisi déjà bien avant le coup d'État et a été complètement nationalisé par le gouvernement turc après le tentative du coup d'État. Et j'ai plus de quarantaine d'amis qui sont actuellement en prison. La répression pèse vraiment sur mes collègues qui ont travaillé à Zaman, mais non seulement à Zaman, y compris aussi, c'est le même cas pour les médias kurdes. Pour les médias, on a vu dernièrement avec Cumhuriyet, pour d'autres médias d'opposition qui sont vraiment dans le collimateur du gouvernement turc. Donc le journalisme en Turquie aujourd'hui, il est mort, le journalisme est mort, il n'y a plus de journalisme d'investigation, il n'y a plus de correspondants qui fouillent un peu les sujets sensibles. Actuellement, plus de 90% de la presse écrite est contrôlée directement par le pouvoir. Et il y a
une seule chaîne d'information qui est toujours dans l'opposition et le reste est contrôlé directement par le gouvernement. Alors justement, quel est le climat au sein des médias turcs aujourd'hui? La tentative d'intimidation du pouvoir fonctionne-t-elle? Y a-t-il une psychose de l'autocensure? Il y a de la résistance, il y a des journaux toujours comme Cumhuriyet ou 2 ou 3 encore, des journaux indépendants, des médias indépendants qui résistent. Mais dans sa globalité, quand on voit la liste des journaux, des médias qui sont passés sous le contrôle du gouvernement, on peut dire que ces intimidations, cette répression a très bien marché pour Erdogan. Et que l'autocensure est le monnaie courante depuis quelques années, hein, bien avant le coup d'État, et qu'on ne fait plus notre métier en Turquie. On peut dire que, pour donner un exemple, depuis un an, plus de 6000 journalistes ont perdu leur travail, ont perdu leur carte de presse. Ils attendent soit l'arrestation, soit ils essayent de fuir le pays. C'est l'éradication totale des médias. Pourtant, les médias en Turquie étaient très, très diversifiés et très riches quand même. Alors, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où cela peut aller. Le président turc ne semble pas inquiété ni par l'opinion turque, qui lui semble acquise, surtout depuis les attentats qui ont frappé le pays, ni par la communauté internationale, sans doute en raison du contexte régional qui fait de la Turquie un acteur incontournable. Bon, en fait, ce qu'on confond globalement, on pense que ce sont des purges qui sont allées un peu trop loin. Alors que non, c'est une tentative délibérée, bien réfléchie par Erdogan pour changer le régime, pour changer le système politique en Turquie. Erdogan est en train de détruire la démocratie parlementaire en Turquie. L'état de droit n'existe plus. Et donc tout ce qu'il veut, c'est de faire un référendum constitutionnel ou faire une élection pour changer la constitution afin de passer au régime présidentiel. Donc quand il cible certains groupes politiques, il a l'intention de les caser pour pouvoir créer son régime. Donc c'était d'abord les gulenistes, hein, il y a eu une répression massive, majeure contre les gulenistes. Maintenant, ce sont des Kurdes qui sont visés par le pouvoir. Et le troisième tour sera aux kémalistes, aux laïcs qui défendent une Turquie alliée de l'Occident. Et qu'on voit d'une manière très claire qu'il y a une alliance politique entre les nationalistes et les ultranationalistes et entre Erdogan pour une Turquie qui n'est plus l'allié avec l'Occident, mais qui est plus proche à la Russie, à l'Iran. Peut-être, donc il y a cette volonté de rompre la Turquie de l'Occident. Il y a cette volonté de créer un nouveau régime. Ce qu'on assiste, ça me rappelle un peu le régime de terreur, le période de terreur de Robespierre. Donc après chaque révolution, on a une période de terreur. Actuellement, c'est un régime de terreur. Est-ce que vous pensez que le président turc va arriver à ses fins? Tout est possible, mais ça reste quand même très difficile. Car la Turquie quand même a une expérience démocratique, même si ce n'était pas une démocratie parfaite, a une société civile quand même qui est très très diverse. Il y a une opposition très diversifiée, très divisée, mais quand même il y a une population qui a connu une expérience démocratique assez longue. Donc c'est toujours une tâche très difficile, mais on sait qu'Erdogan est très motivé dans sa démarche. Merci beaucoup Emre Demir. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-turc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vais vous raconter à présent le parcours d'une féministe au royaume wahhabite. Cela paraît quelque peu compliqué et pourtant, Souad El-Chamari est engagée depuis longtemps. Son combat pour la cause des femmes lui a valu 3 mois de détention pour insulte à l'islam. Elle s'est aussi illustrée par son soutien au blogueur emprisonné Raif El-Badawi, son portrait signé Mounia Kassem. Elle incarne à elle seule les tabous de la société saoudienne. À 42 ans, Souad El-Chamari est une femme engagée, mère de 6 enfants et 2 fois divorcée. Dans une société entièrement contrôlée par les hommes, son style et sa parole dérangent, tout comme son combat pour l'émancipation des femmes. Certains lieux sont censés garantir ma sécurité et mes droits. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Simplement parce que je suis une femme. Grâce à ses études en droit islamique, Souad El-Chamari puise ses arguments dans la religion pour appeler à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais ses idées ne sont pas du goût des ultra-conservateurs, qui les jugent trop libérales et hostiles au gouvernement. Souad El-Chamari va jusqu'à critiquer publiquement les dérives des dignitaires religieux. Pour ses détracteurs, elle est allée trop loin. On l'accuse d'insultes envers l'islam. Fin 2014, Souad El-Chamari est incarcérée durant 3 mois.
Féministe, mais aussi militante des droits de l'homme. Elle soutient le blogueur Raif El-Badawi, avec qui elle fonde en 2008 un forum de discussion sur Internet. J'ai eu tellement peur lorsqu'elle a été arrêtée. Je ne m'étais pas vraiment intéressée au cas de Raif Badawi. Il a écopé 10 ans de prison et ma mère a fondé le blog avec lui. J'étais vraiment sonnée. Pour être libérée, Souad El-Chamari a dû s'engager par écrit à réduire ses activités. Mais elle reste convaincue que son combat finira par porter ses fruits. J'ai de l'espoir. Je vois que la société commence à apprécier notre mouvement. Les gens ne disent plus que les libéraux sont des rebelles, mécréants, qui sèment la discorde. Lorsque vous sacrifiez votre vie pour une cause, que vous le vouliez ou non, vous vous retrouvez isolé et vous entrez en guerre. Séparé de sa fille durant des années, brouillé avec sa famille et aujourd'hui ruiné, Souad El-Chamari a déjà payé un lourd tribut dans cette guerre qui est encore loin d'être gagnée. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.